Bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel au Hub des Territoires ou à distance connecté sur Teams. Je suis Anne-Sophie Insin, je suis la responsable du Hub. Je suis ravie de vous accueillir ce matin avec Christophe Janter, le directeur du département cohésion sociale et territoriale à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires, pour cet événement qu'on a intitulé Habitat partagé senior, le logement social au service du bien vieillir, point d'interrogation. Alors, ce matin, on va se poser pas mal de questions. Comment bailleurs sociaux, collectivités face au vieillissement peuvent favoriser le lien, le bien vieillir pour tous, le lien social aussi. L'habitat partagé peut-il être une réponse durable et accessible? Quel rôle pour le logement social dans ce modèle? Et on est très content ce matin de pouvoir croiser les points de vue donc, de collectivités, de bailleurs sociaux. On aura des représentants de l'Union sociale pour l'habitat, d'opérateurs de logement social, CDC Habitat, on a un représentant de collectivité. Et puis, on va pouvoir prendre des exemples concrets et se poser la question comment on peut produire aujourd'hui du logement inclusif, partagé, qui favorise le bien vieillir avec l'apport du logement social. Alors, c'est ce qu'on fait au quotidien au Hub des Territoires, c'est croiser les points de vue, à la fois s'inspirer, c'est-à-dire comprendre quelles sont les tendances aujourd'hui. On fait intervenir des experts qui viennent nous éclairer par rapport aux problématiques auxquelles font face les territoires aujourd'hui. Et puis, on a aussi des temps d'échange et des retours d'expérience pour avoir des retours concrets sur des projets qui peuvent se dérouler aujourd'hui dans les territoires et donner envie à tous d'agir et de trouver des clés aussi pour réaliser les projets. Alors le Hub, on vient de fêter les 4 ans, c'était le 10 juin. Et puis en regardant un peu dans les années précédentes, je me suis dit qu'on était bien au rendez-vous de l'anniversaire aussi de ce sujet au Hub des Territoires, puisqu'on s'est vu l'année dernière, le 19 juin, sur le logement inclusif senior. On était déjà en partenariat avec Domani pour traiter ce sujet. Tout ça pour vous dire que l'ensemble de nos événements publics sont enregistrés. Vous avez accès au replay, donc notamment au replay de cet événement de l'année dernière. Et puis, celui de ce matin sera disponible dans les jours prochains. N'hésitez pas à le partager, à faire connaître autour de vous la qualité des échanges qu'on aura ce matin, parce que je n'en doute pas, ça va être assez passionnant. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter du Hub des Territoires, je vous invite à le faire. Et puis, vous dire aussi que le Hub organise des cycles d'événements. On démarre la semaine prochaine, le 17, un événement sur l'adaptation au changement climatique des territoires. Ça peut aussi vous intéresser, il y a 4 séquences. N'hésitez pas à faire attention à notre programmation quand vous recevrez la newsletter. Voilà. Sans plus tarder, je laisse la parole à Christophe. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver quasiment un an après, 19 juin, tu disais, un an après notre précédente édition. Je voudrais vous rappeler en introduction, je serai bref, mais les 3 grands axes stratégiques du groupe Caisse des dépôts, parce que le secteur du bien vieillir est attrapé, entre guillemets, par tout le groupe Caisse des dépôts. On a 3 grands axes stratégiques. Le premier, c'est la souveraineté nationale. Je devrais même dire les souverainetés, puisque quand on parle de souveraineté numérique, notamment tout ce qui est protection des données, de souveraineté de défense. Malheureusement, les conflits aux frontières nous le rappellent que c'est un sujet important. La souveraineté énergétique également, la souveraineté alimentaire. Donc voilà pourquoi je voulais plutôt parler de souveraineté au pluriel national. Le deuxième axe stratégique, c'est la transformation écologique, avec tout ce qui porte autour de l'énergie décarbonée, la mobilité décarbonée, la préservation de la ressource en eau, l'adaptation au changement climatique. Tu le citais Anne-Sophie, ça fera l'objet d'un zoom au Hub des territoires courant et d'un cycle courant juin. L'économie circulaire, la sobriété foncière, tout ça attrapé autour de la transformation écologique. Donc ça, c'est les 2 premiers axes. Et le troisième, qui nous intéresse aujourd'hui en particulier, la cohésion sociale et territoriale, dans laquelle on met l'accès au logement social, et ça sera le sujet du jour, l'accès aux soins, tout ce qui est lutte contre les déserts médicaux, l'accès aux droits et aux services publics, l'accès à l'éducation, la formation pour tous, le tourisme social dans le sens des vacances pour tous, et puis bien sûr, la prise en charge du vieillissement de la population et plus particulièrement du bien vieillir. Au-delà du vieillissement, il s'agit de bien vieillir. Donc, on est sur l'axe stratégique cohésion sociale et territoriale ce matin.
Et le groupe intervient, une fois de plus, le groupe, là, j'élargis, on n'est pas que sur la Banque des Territoires, même si c'est la Banque des Territoires qui vous accueille ce matin. Le groupe Caisse des dépôts intervient de 3 façons différentes sur ce secteur du bien vieillir. Pour le faire court, on investit, on prête, on opère. On prête beaucoup d'argent auprès des établissements médico-sociaux pour personnes âgées, tout secteur confondu. Les EHPAD les secteurs publics, le secteur privé non lucratif et le secteur privé. La Banque des Territoires, bien sûr, prête beaucoup d'argent, mais il y a aussi la Banque Postale, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, et la SFIL également. Rien qu'en 2023, donc c'était il y a 2 ans, mais on retrouve à peu près les mêmes chiffres chaque année. C'est un peu plus de 600 millions d'euros qui ont été prêtés au secteur. Je le disais, on est également opérateur à travers 3 filiales du groupe Caisse des dépôts, Emeis, que vous connaissez, qui est le 3e hébergeur de personnes âgées en nombre de places en EHPAD en France. CDC Habitat, chère Delphine, qui est donc un bailleur de logements seniors et intergénérationnels. Et puis La Poste, le groupe La Poste, et en particulier La Poste Santé Autonomie, qui a été créé fin 2023 et qui allie le service humain et les solutions numériques. Le service humain à travers sa branche service courrier colis et les solutions numériques à travers sa propre filiale qui s'appelle DocaPost. Et puis enfin, on investit beaucoup à la Banque des Territoires, pas que. On a également une autre filiale qui est CNP Assurance qui investit beaucoup également. À la Banque des Territoires, on est investisseur d'intérêt général, de long terme, et on le fait de 2 façons différentes. On soutient de jeunes entreprises servicielles. Je peux en citer quelques-unes, Viagévie, Les 3 colonnes, Merci Julie, Envie Autonomie, qui a quelques difficultés. Aide à Domi, Ma boussole aidant, on parlait des aidants tout à l'heure, il ne faut pas oublier les aidants. Donc on investit dans des entreprises servicielles, on investit également bien sûr dans un des métiers historiques de la Caisse, qui est l'immobilier, lié au bien vieillir. Donc là on est sur des sujets d'habitat inclusif, de RSS et d'EHPAD. Aujourd'hui, à la direction d'investissement et dans le portefeuille d'Adrien de Crombrugge, on est à 370 millions d'euros d'investissement en portefeuille. Et on se projette sur les 5 ans à venir, à la fois, comme je vous l'ai dit, en investissement et en prêt. On prévoit d'investir 1 milliard en investissement sur les 5 ans à venir, avec la Banque des Territoires et également avec CNP Assurance. Et puis on prévoit de prêter 3 milliards dans les 5 ans à venir, à nouveau avec les acteurs que je vous ai cités, et notamment avec des prêts sur fonds d'épargne. Vous savez, cette ressource du livret A que nous centralisons majoritairement et qui nous sert à financer de nombreux projets, logement social, mais également vieillir. Donc vous voyez, dans les 5 ans à venir, c'est 1 milliard d'investissements et 3 milliards de prêts. Il y a un rapport de 1 à 3 entre les investissements et les prêts. Et en gros, ça représente, si vous faites le calcul, 200 millions d'euros par an d'investissement et 600 millions d'euros par an de prêts. C'est pour ça que le chiffre de 2023 que je vous donnais tout à l'heure, il ressemble grosso modo à ce qu'on cible. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au marché de la silver economy? C'est essentiellement pour répondre à 3 enjeux majeurs. Comme vous le savez, on a une courbe démographique, une population qui est vieillissante et de plus en plus dépendante, même si on essaie de bien vieillir en bonne santé. En 2030, c'est dans pas longtemps 2030, hein, c'est dans 5 ans, on aura une augmentation de plus de 50% des 75 ans et plus. Deuxième enjeu, on a une offre d'hébergement pour pas se dire EHPAD, qui est en crise et en mutation. Et vous avez en fait 2 tiers des EHPAD qui sont en difficulté financière, en déficit, et qui souffrent d'un déficit d'image. Donc ça, c'est sur l'offre d'hébergement. Et le 3e enjeu, c'est tout simplement sur le mode de vie des seniors. Aujourd'hui, une grande majorité des seniors, 85%, veulent vieillir à domicile. Donc un des enjeux, c'est comment les maintenir à domicile le plus possible. Alors pour ce faire, on a structuré un parcours du bien vieillir qui repose sur 3 axes stratégiques qui finalement recouvrent une dimension quasiment chronologique. Tout d'abord, le maintien à domicile. On commence par ça, on essaie de rester chez soi le plus longtemps possible. C'est là qu'on investit dans des entreprises servicielles, ergonomiques ou autres,
J'ai cité les 3 colonnes. Le viager peut être une solution aussi, le viager solidaire, pour retarder le plus possible le départ dans les établissements médico-sociaux. Donc le maintien à domicile. Le deuxième axe, c'est le parcours résidentiel, et on aime bien ce terme parce que il y a tout un parcours autour entre le maintien à domicile, les solutions intermédiaires de type RSS ou habitat inclusif qu'on essaie de développer, de massifier, et puis enfin les établissements médico-sociaux. Donc sur les établissements médico-sociaux, on retrouve à nouveau des investissements dans l'immobilier, dans des EHPAD, et puis plus récemment également des services dans ces établissements médico-sociaux, à l'image de ce qu'on a fait avec Ciel Bleu ou Néo Silver. Un chiffre peut-être, enfin 2 chiffres sur l'habitat inclusif, puisque c'est quand même le sujet du jour et c'est à nouveau une solution qu'on essaie de pousser à la Banque des Territoires. Aujourd'hui, je vous disais, on a investi 370 millions à la Banque des Territoires. Il y en a 130 millions qui ont été dédiés à l'habitat inclusif, essentiellement dans les murs, notamment avec AGV, mais également en soutenant des opérateurs, donc pas dans les murs, vraiment dans les exploitants. Et là, je ne peux que citer Domani, qui est au premier rang et au deuxième rang, et également Maison de Blandine, qui marche très bien. Au total, c'est 230 habitats inclusifs, et ça représente 3500 personnes âgées. Bien sûr, on est sur des échelles encore petites, il va falloir massifier, mais c'est vraiment quelque chose auquel on croit. J'ai quasi terminé mon introduction, pardon. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on se retrouve quasiment jour pour jour après la précédente édition, lors de laquelle, souvenez-vous, pour ceux qui étaient parmi nous, on avait questionné le développement de ce concept innovant qu'est l'habitat inclusif. Et on avait conclu, il y a un an, qu'un des enjeux, c'était de le rendre le plus accessible possible, et notamment financièrement. Vous voyez le lien direct avec le logement social, où on va pouvoir évoquer quelques réalisations, mais il faut être serein. Peu de modèles d'habitat partagé en logement social existent encore aujourd'hui. Donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi et surtout comment y remédier. Et je remercie sincèrement tous les intervenants qui sont parmi nous, qui vont nous permettre de débattre de ce sujet passionnant. Merci à tous. Et là, on a Adrien qui arrive, le maître de cérémonie. Merci beaucoup pour cette introduction. J'appelle à mes côtés Dominique Libaud. Dominique, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai envie de dire que Dominique, j'ai presque envie de ne pas vous présenter parce que tout le monde vous connaît. Vous êtes haut fonctionnaire. Directeur de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Et vous êtes surtout le rédacteur d'un rapport de 2018. En septembre 2018, le Premier ministre vous avait demandé de conduire une étude sur le grand âge pour anticiper ce pic démographique et pour faire face à certains modèles du grand âge qui semblaient à bout de souffle. Les grands thèmes de cette étude, on les trouve encore aujourd'hui dans notre actualité, le personnel qualifié, la simplification des systèmes d'accompagnement, de santé, mais aussi le financement du modèle de la prise en charge du bien vieillir. Et au final, votre rapport présente 175 préconisations pour une réforme ambitieuse de la politique du grand âge. Et donc la question qu'on avait envie de vous poser ce matin, c'est 6 ans après le temps d'agir. Qu'est-ce qui a changé? Où en est-on? Et plus spécifiquement sur l'habitat inclusif senior, évidemment. Oui, bonjour à toutes et tous. La question est vaste, évidemment, mais une partie de la réponse est évidemment, il n'y a pas eu la traduction à travers une politique publique très forte, d'ensemble, cohérente, de l'anticipation de ce choc démographique absolument considérable qui est en cours. Si je me permets juste de corriger un tout petit peu, c'est pas corriger, mais dès 2020-2030, les 75-85 ans, cette génération-là, elle augmente de 50%. Donc on est en cours d'une mutation absolument considérable pour la population française. C'est les plus de 85 ans, on est encore un peu à l'abri, parce que c'est les gens qui sont
sont nés dans la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, qui atteignent 85 ans, quoi, voilà, 45-80 ans. Et donc, c'est des générations faibles, mais ça va monter à compter de 2030. Et donc, c'est effectivement très fort. Je rappelle que par ailleurs, les naissances sont en train quand même de baisser considérablement en France. Et donc, on est à la veille d'avoir un solde naturel, ce qui va être quand même une nouveauté pour la population française, négatif. Donc, c'est des chocs considérables, y compris, je dirais, démocratiques. Euh, Pourquoi démocratique? Parce qu'une partie des questions de finances publiques qui sont quand même très fortes sont liées à ça. On a construit des modèles sociaux généreux, mais qui donc se traduisent surtout par des dépenses vers des populations plus âgées, à travers la retraite, à travers l'assurance maladie, à travers l'autonomie. L'assurance maladie, je rappelle qu'une personne de 75-85 ans consomme 4 ou 5 fois plus qu'une personne jeune, ce qui est normal. Donc, cette mutation démographique va charger énormément la barque sur nos systèmes sociaux, à un moment où la croissance est faible, et donc c'est quelque chose de très compliqué. D'un côté, effectivement, macroéconomiquement, on va dire, ah, attention, les charges, ces dépenses-là, en volume, globalement, macroéconomique, elles augmentent. Oui, mais individuellement, pour les personnes, ils ont la perception qu'il y a moins. Donc les systèmes sont moins généreux sur la retraite, potentiellement sur l'assurance maladie, ou pour éviter ce problème, on fait de la dette et on reporte aux générations futures. Donc on est dans une forme de sujet comme super compliqué, il faut bien dire, en France aujourd'hui, sur l'impact de ce choc démographique sur les politiques sociales en général, et avec une difficulté à anticiper. À avoir une stratégie cohérente, globale, donc, parce que, voilà, en faisant simplement du court-termisme, eh bien, on ne prépare pas suffisamment l'avenir. Par exemple, la question où vont habiter les personnes âgées, très âgées demain, comment elles vont vivre. Et une des réponses, effectivement, que je proposais dans mon rapport, c'était, il faudrait peut-être les écouter, savoir aussi ce qu'elles veulent. Grosso modo, vous savez que le Parlement a voté le fait que l'autonomie devient une branche de la sécurité sociale. Et l'autonomie, c'est quoi? Et l'autonomie, c'est personnes âgées et personnes en situation de handicap. C'est dire que finalement, une stratégie de l'autonomie, c'est pas simplement faire de la compensation, c'est pas simplement des prestations monétaires, c'est avoir une stratégie d'accompagnement qui permette aux personnes de vivre comme elles le souhaitent le plus longtemps possible, et d'exercer leur capacité, d'exercer leur processus décisionnel. C'est ça qui est en jeu dans une politique de l'autonomie. Et ça veut dire effectivement donc écouter les personnes. Alors, beaucoup vont dire je veux continuer à vivre chez moi le plus longtemps possible, c'est évident. Est-ce que c'est toujours réaliste? Oui et non. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des problèmes de perte d'autonomie. Et puis, en même temps, on constate, et c'est les enquêtes Frères des Pauvres bien connues, le sujet de l'isolement, enfin, c'est beaucoup de personnes âgées n'anticipent, enfin des personnes qui ne sont pas encore âgées, n'anticipent peut-être pas assez enfin, le sujet de l'isolement. Et ensuite, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont dire je souffre enfin, voilà, d'un très fort isolement. Et donc, l'habitat partagé, l'habitat intergénérationnel, enfin, plusieurs mots, donc toutes ces structures intermédiaires entre l'habitat très collectif qu'est l'EHPAD aujourd'hui, qui, enfin, globalement ne suscite pas un enthousiasme absolument délirant en disant oh, chouette, quand est-ce que je vais entrer en EHPAD, et puis le vivre chez soi, oui certes plébiscité, mais avec un risque d'isolement très fort. On voit bien qu'il y a la nécessité de développer des solutions intermédiaires qui vont pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais de offrir une possibilité à un certain nombre de personnes d'avoir des solutions qui sont vivre chez soi sans être seul. Enfin voilà, ça revient à ça. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire et travailler au sein même de l'habitat sur l'inclusion. Donc moi, je trouve évidemment que c'est super intéressant. Donc à la fois en termes d'innovation, en termes de travail sur les territoires, parce que c'est travailler cette question où vont vivre les personnes âgées, comment elles vont vivre avec les autres. La première question, c'est le logement. Mais je reviens aussi à mes sujets coûts finances publiques. On a l'intuition avec un certain nombre d'observateurs, je pense à Denis Puftot notamment, qui est très actif sur ce sujet-là, notamment parce que le habitat partagé, c'est pour le handicap aussi et pour les personnes âgées, que
ben, c'est peut-être une solution assez économique par rapport à nos sujets. Économique, pourquoi? Parce que, alors d'abord, l'isolement, c'est un facteur d'aggravation de la perte d'autonomie. Voilà, et maintenant, c'est de plus en plus démontré. Donc, on pense que vivre avec les autres, c'est aussi une stratégie de prévention. Stratégie de prévention de la perte d'autonomie. Ensuite, le fait que des personnes vivent ensemble, ça peut aussi faire moins de trajets pour les aides de domicile, par exemple. On a des problèmes d'attractivité des métiers, on a des problèmes, voilà, on va avoir des problèmes lourds de savoir comment on fait face à la demande de personnes qui sont limitées sur le territoire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà. Donc on a des possibilités. Enfin, c'est assez intéressant. J'ai pas le temps de développer, mais pour plusieurs façons. C'est pour ça que oui, dès mon rapport, je portais l'idée qu'il fallait aller plus loin là-dessus. Et moi, mon constat très bref, il y a un peu du mal, même si des structures nationales comme la CNSA s'intéressent et essayent d'accompagner donc les acteurs. Les politiques vont dire oui, tout ça, mais ça manque un peu de pilotage global parce que comme toute innovation, c'est une innovation qui fait appel à beaucoup d'acteurs. Et en revanche, je vois pas mal de choses sur le terrain et des acteurs qui se saisissent de ce sujet, ben moi je dis super. Hein. Et je pense effectivement, c'est beaucoup avec ces initiatives bottom-up que effectivement les choses vont changer. Je remercie la Caisse des dépôts d'accompagner aussi donc ces initiatives. Un grand merci Dominique. Je retiens de cette synthèse que peu de gens ont anticipé malgré des travaux de 2018 qui étaient très clairvoyants. Les politiques publiques, les acteurs des politiques publiques ont peu anticiper. Les personnes âgées aussi, elles-mêmes, on peut anticiper. Et ça nous donne, je pense, une belle transition pour inviter à nos côtés l'ensemble des participants de la table ronde qui sont des acteurs de terrain et sans dévoiler leur discours, vont nous exposer comment est-ce que ça bouge pour le coup sur le terrain. Alors du coup, j'invite à nous rejoindre Monsieur le ministre François Durovray. Merci beaucoup pour votre présence. Delphine Pavie de CDC Habitat, Thierry Asselin de l'USH et aussi à nos côtés, si vous voulez... Après, très bien. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour parler d'habitat inclusif, il y a une définition juridique que je peux reprendre d'ailleurs en synthèse. L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées, c'est l'objet de notre table ronde, qui ont fait le choix à titre de résidence principale d'un mode d'habitat regroupé comprenant des locaux communs entre elles ou avec d'autres personnes et assorti d'un projet de vie sociale. Voilà la définition juridique qui laisse un champ créatif assez large. Et donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est l'habitat inclusif? Delphine, je te laisse l'honneur de nous décrire ce que ça signifie pour toi. Merci Adrien et bonjour à tous. Pour moi, si je devais résumer ce que c'est que l'habitat inclusif, c'est une nouvelle façon de vivre pour les personnes âgées qui ne peuvent plus rester seules chez eux, dans leur domicile historique et qui souhaitent, qui ont aujourd'hui, on l'a dit et M. Libaud l'a dit, une appréhension des institutions que peuvent constituer l'EHPAD. Une institution, c'est pas être chez soi. Et l'habitat partagé, c'est une forme alternative à l'EHPAD où on peut se sentir chez soi, un domicile, comme vraiment un domicile avec des espaces privés et également en partageant des services et une aide, des espaces communs et donc vivre dans une collectivité tout en préservant son autonomie. Un grand merci. Monsieur le ministre François Durovray, pour vous. Alors, on va peut-être déjà éviter Monsieur le ministre. Bonjour à tous. Avant de répondre directement à votre question, j'avais envie peut-être de rebondir sur les propos qui ont été tenus en introduction. Parce qu'on échangeait avec Dominique Libaud en parallèle. Et il se trouve que j'échange avec Dominique Libaud, avec Denis Pichetot, avec un certain nombre de personnes qui s'intéressent à la question du vieillissement. Et ça nous renvoie plus largement aux grands défis qu'on a
dans nos sociétés occidentales, qui ont été cités tout à l'heure. Le défi de la transition écologique, le défi digital et de nos rapports aux robots, et la question du vieillissement. Ce sont 3 défis qui sont abordés, j'allais dire, à reculons aujourd'hui dans nos sociétés. On se dit ça fait peur. Parce que le réchauffement climatique, ça a des conséquences évidemment directes. Le vieillissement, c'est pas très bankable, comme on dirait en bon français. Et un des enjeux, à mon sens, dans nos sociétés, et un des enjeux pour les politiques, c'est d'essayer de donner un chemin, et un chemin désirable sur l'ensemble de ces sujets. Et le vieillissement est évidemment une donnée évidente dans les années qui viennent. Notre pays et notre continent vont vieillir. Mais il y a quand même la perspective pour nos concitoyens de vieillir, et je l'espère de plus en plus en bonne santé, avec, je pense, un des très grands enjeux au XXIe siècle, qui est la question du bien-être, et d'apporter des solutions qui soient plus adaptées au mode de vie et à l'aspiration de nos concitoyens. Et donc, pour répondre directement à votre question, c'est ça le sujet. Et se dire, est-ce qu'on trouve des modalités qui répondent à l'aspiration de nos concitoyens? Ça a été dit par Dominique tout à l'heure, l'EHPAD, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, dans le sens où on se dit pas chouette, je vais aller à l'EHPAD. Il y a eu des progrès immenses qui ont été faits dans notre pays sur la question des EHPAD. Moi, j'ai le souvenir du choc de 2003 et des efforts qui ont été faits par la société globalement pour accueillir correctement nos aînés, pour médicaliser des espaces qui n'étaient pas forcément. Mais ça ne répond pas aux besoins du vieillissement. Et je crois que dans notre société telle qu'elle est, où il n'y a plus forcément comme auparavant les liens familiaux, on peut le regretter, mais c'est un fait. Auparavant, on vieillissait à proximité des enfants. Dans une société où ce lien familial est plus distendu, en tout cas plus différent de ce qu'il était auparavant, il y a besoin de trouver des solutions qui permettent à chacun de vieillir, de le faire de façon, pas de façon isolée, de le faire de façon, avec des liens avec les autres et avec des solutions qui sont adaptées. Je pense que c'est le sujet principal de l'habitat inclusif, c'est de répondre à une aspiration légitime de nos concitoyens. Un grand merci. Thierry Asselin, à votre tour de nous dire ce que ça signifie pour vous. Je ne vais pas être très différent de ce qu'a dit Delphine Pavie. Déjà, bonjour à tous et merci de nous permettre d'intervenir aujourd'hui. C'est vrai que nous, le sujet, je reviendrai juste après, c'est de dire, on voit que on a besoin d'offrir des solutions aux seniors, leur permettant de répondre à leurs aspirations. On peut faire beaucoup de choses dans l'adaptation dans le logement existant et on y reviendra, j'imagine. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on ait des solutions qui soient alternatives au maintien à domicile, parce que ce que attendent les seniors, en tout cas nous tel qu'on le perçoit dans le logement social, c'est garder cette capacité d'avoir un chez-soi, d'être autonome dans son logement, néanmoins de ne pas perdre le lien avec les autres. Cette question d'isolement est un sujet extrêmement important pour les seniors et pour d'autres, et se trouver dans un cadre sécurisé, un logement sécurisé et accès à des services. Voilà. Est-ce que apporte l'habitat inclusif, c'est une des solutions parmi d'autres, je pense qu'on pourrait y revenir également par la suite, pour offrir ce cadre aux seniors et pour leurs aspirations. Et je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on a affaire à une population, c'était très bien dit par Dominique Libaud, qui est assez variée en fait dans ses attentes et ses espérances, entre guillemets. Donc il faut que les solutions de logement qu'on leur apporte répondent à cette diversité de situations, et qu'il faut être attentif à pas proposer un modèle unique qui certes a des vertus, mais qui ne répond sans doute pas à l'intégralité des besoins. Merci beaucoup. Et puis, Dominique, pour vous, avec au-delà de la définition juridique, l'habitat inclusif, qu'est-ce que ça doit représenter? Je crois, enfin là aussi, ça a été dit par les uns et les autres, on se retrouve sur le sujet et en même temps, on ne veut pas trop, le définir plus que ça, puisque à travers cette idée qu'effectivement, on est à la fois chez soi et on partage certains espaces avec d'autres, ça peut prendre des formes diverses. Et que on veut pas être trop formater non plus les choses. Ça peut prendre des formes qui sont différentes. Très souvent, par exemple, mais je parle, ceux qui sont à l'origine de ces projets le savent mieux que moi, mais il peut y avoir une concertation avec celles et ceux qui vont aller dans ces habitats pour voir effectivement comment ils souhaitent évoluer. Moi, je vois aussi aujourd'hui des EHPAD qui essayent de évoluer vers des formes de un peu habitat partagé, et pourquoi pas. Je crois que la porte, c'est surtout
beaucoup d'innovation, beaucoup d'écoute des personnes. Et la difficulté, c'est le fait que ces sujets, ça demande beaucoup de concertation avec beaucoup d'acteurs pour que ces projets parce que qui semblent un peu évidents, en fait, c'est ensuite beaucoup de sueur et pas de larmes, hein, j'espère, mais enfin pour les opérateurs, parce que oui, ça demande de réunir beaucoup d'acteurs pour que ça puisse se concrétiser. Donc le vrai sujet maintenant, c'est à partir je suis très heureux que maintenant il y a eu des débuts, effectivement, depuis quelques années, mais comment on va développer ça? Et je pense aussi que la stratégie d'évaluation de ce qui est en train de se passer est quand même importante. Comme dans toute innovation, il faut aussi un peu évaluer les impacts, donc la satisfaction des gens, mais aussi peut-être ce que j'évoquais sur les impacts économiques. Et je pense que ce sera important pour développer demain cette stratégie, qui, encore une fois, évidemment, n'est pas la seule stratégie sur l'habitat des personnes âgées. Il va falloir continuer à travailler sur l'habitat à domicile, sur des EHPAD un peu différents, hein, mais ça fait partie de la stratégie globale de cette question, de la réponse à cette question fondamentale: comment vont vivre les personnes âgées demain dans notre société? Merci beaucoup. Je retiens alors une offre, une solution sur mesure et désirable, qui est peut-être l'optimum pour les bénéficiaires, les personnes âgées. Mais quand je pense aux financiers, aux investisseurs qui sont dans la salle ou connectés, je me dis les financiers aimant les produits vanille et bien cadrés, ça doit pas être facile de se développer. D'où la deuxième question que je souhaitais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? En fait, quelles sont les évolutions, les projets que vous voyez? Je me tourne vers vous, François Durovray, en premier. Je sais que vous êtes très inspiré par le département du Nord, et je sais aussi que, fort de cette inspiration, vous avez mis une certaine énergie sur votre territoire. Oui, alors d'abord, je pense lorsqu'on fait une analyse lucide de la situation, on voit bien que d'une part, on a le vieillissement de la population et donc on va devoir faire face à des besoins plus importants, mais qu'on a aussi une pluralité des situations et qu'un modèle ne suffit pas et qu'il faut développer plusieurs modèles. Le premier des modèles, d'ailleurs, c'est d'adapter l'habitat individuel. On sait qu'on a dans notre pays un habitat qui est ancien, y compris en Île-de-France, hein, et qui nécessite une adaptation à la perte d'autonomie avec des outils qui existent déjà et qui permettent à ceux qui le souhaitent de rester à leur domicile sans forcément d'habitat partagé. Ça, c'est un très gros volet, me semble-t-il. Dans mon département, nous venons d'inaugurer, par exemple, voici quelques semaines, une sorte de hub, enfin d'espace où on présente à tous nos concitoyens qui le souhaitent les solutions pour adapter son logement à la perte d'autonomie. Après, c'est vrai que je me suis intéressé, vous évoquiez la question du Nord, mais il y a également des pays voisins qui ont davantage, au travers des béguinages dans le département du Nord, qui se sont intéressés à des solutions d'habitat partagé qui me semblent être moins institutionnelles, si vous me permettez l'expression, et qui partent plus de la vie des gens. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce dispositif, c'est qu'effectivement, il y avait des espaces partagés et il y avait la construction d'une vie sociale qui partait des différents résidents. La vraie difficulté, mais il faut, au-delà de la difficulté que j'ai essayé d'aborder avec vous les solutions, la vraie difficulté, comme ça a été dit par Dominique Libaud, c'est la pluralité des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire converger des gens qui sont très différents, des futurs résidents, des bailleurs sociaux, des collectivités qui vont organiser les services, c'est extrêmement complexe. Et il faut qu'il y ait une manifestation de volonté plurielle qui n'a, je ne vais pas dire rien d'évident, mais qui se construit. Je pense que le conseil départemental, d'ailleurs, les conseils départementaux, compte tenu des responsabilités qui sont les leurs, sont sans doute les plus à même pour organiser les choses. Et j'ai la même intuition d'ailleurs que celle de Dominique Libaud sur le caractère économique pour la société, mais également pour les résidents, de la solution d'habitat inclusif. Alors une fois qu'on a dit ça et qu'on a évoqué les difficultés liées à la pluralité des acteurs, moi je constate quand même avec satisfaction
qu'il y a aujourd'hui l'émergence de projets partout dans le territoire et notamment dans mon département, où on a réussi en très peu de temps à construire des solutions sur le territoire, avec souvent d'ailleurs à la base la volonté d'un maire. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, hein, mais il faut qu'un maire, lorsqu'il a un projet d'urbanisme, de construction dans sa ville, puisse avoir l'idée d'une mixité sociale. Et je pense d'ailleurs que ça projette l'habitat au-delà. On parle de l'inclusivité et de la nécessité de trouver des solutions pour les personnes en perte d'autonomie. Ça permet aussi une mixité sociale et d'avoir des gens de générations différentes, de milieux différents. Je pense que ça concourt à la construction d'une ville plus apaisée et où il y a, voilà, il y a un regard plus équilibré entre nos populations. Et donc, à partir du moment où il y a cette expression, on est capable aujourd'hui de trouver les solutions techniques, de construire le projet évidemment avec les résidents. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des limites, hein, parce que les projets, enfin les résidents, j'allais dire heureusement et malheureusement, ils tournent. Et donc, il faut que les solutions qui sont adoptées, particulièrement, enfin, sur la construction de l'habitat, mais aussi sur les services qui sont développés, puissent s'adapter ou puissent en tout cas correspondre à une population qui évolue. Donc, tout ça, ça se construit avec les acteurs, mais j'ai le sentiment quand même qu'on arrive, je ne vais pas vous citer de chiffres ce matin, mais on arrive assez rapidement, dès lors qu'il y a cette volonté, dès lors qu'il y a des financements. Il faut d'ailleurs stabiliser les financements. On parlait de pluralité d'acteurs. Il y a nécessité d'avoir donné de la lisibilité à ce modèle qui aujourd'hui a été très porté par la CNSA, mais on sait que dans le temps, les financements de la CNSA vont aller déclinant, et donc il va falloir qu'on trouve un modèle différent. Il va falloir le stabiliser. Ça pose la question d'ailleurs du financement plus largement de notre État-providence, parce que les collectivités, et notamment les départements, ne pourront pas développer des solutions d'habitat inclusif s'il n'y a pas à la fois la lisibilité, mais aussi un niveau de participation qui corresponde, enfin qui permette le développement de ces solutions. Mais j'ai le sentiment, encore une fois, qu'on est capable, et l'Essonne est un exemple parmi d'autres, j'espère qu'on est plutôt à la pointe, mais un exemple parmi d'autres, de la capacité pour une collectivité de créer sur le territoire ces solutions. Et moi, je vous invite collectivement, si vous ne, enfin, j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup d'experts, mais si vous avez envie de visiter ce type de lieu, ça marche. Non seulement ça marche, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des résidents qui construisent une autre vie, alors qu'auparavant, ils étaient, j'allais dire, prisonniers, entre guillemets, de situations d'habitat qui ne correspondaient pas à leur perte d'autonomie. Donc voilà, moi je suis ravi de voir des gens qui s'épanouissent à nouveau alors qu'ils étaient dans des situations beaucoup plus compliquées. Thierry Asselin, est-ce que vous faites ce même diagnostic, que le point de départ, c'est déjà de prendre en charge les personnes dans leur habitat initial? J'imagine que c'est un enjeu énorme pour les bailleurs sociaux que vous représentez. Oui, alors ce qu'a indiqué Dominique Libaud sur le vieillissement de la population, évidemment, dans le logement social, on le voit très bien. Les bailleurs sociaux le voient très fortement. Juste pour donner quelques chiffres, pour caler un peu les idées. Donc, le parc social, c'est environ 400 opérateurs HLM et SEM. C'est plus de 5 millions de logements. C'est 300 000 logements foyers, on pourrait y revenir. Et sur les 5 millions de logements, il y en a en gros un gros tiers, 36%, qui est occupé par des personnes de plus de 60 ans. Un quart qui est occupé par des personnes de plus de 65 ans, donc à peu près certaines à la retraite, et plus de 11% au-dessus de 75 ans. Donc en fait, depuis un certain temps, les bailleurs sociaux sont confrontés au vieillissement de leurs locataires et sont tout à fait conscients du fait que ça ne va que s'accroître, puisque la pyramide des âges en France étant ce qu'elle est, les gens qui ont 50 ans aujourd'hui en auront 70 ans. Et dans le parc social, on a une part importante de ménages qui sont dans la tranche 40-50 ans, donc qui demain seront des seniors, parce qu'une partie d'entre eux ne pourront pas quitter le parc social parce que les marchés immobiliers sont bloqués, etc. J'y reviendrai pas. Donc les bailleurs sont confrontés à cette situation et du coup, ils se structurent, ils s'organisent pour l'adresser, entre guillemets. En tout cas, nous, on les y encourage très fortement et on constate que ça prend très très bien. Hein. On a un concours qu'on porte tous les 2 ans avec la Banque des Territoires, avec l'assurance retraite qui s'appelle le concours HLM Partenaire des âgés et qui permet de mettre en avant les bonnes pratiques. Je vous invite à venir au congrès HLM de Paris en septembre où on remettra des prix, vous verrez effectivement la vérité des situations. En tout cas, les bailleurs sont vraiment investis là-dessus. Et juste pour donner un peu comment ils le font concrètement, il y a le premier sujet, c'est l'adaptation du logement au vieillissement. C'est vrai que la première demande des ménages étant de rester à domicile, les bailleurs adaptent les salles de bain, les accès, etc. C'est loin d'être négligeable, les bailleurs les plus investis, ils adaptent 2 à 3% de leur parc chaque année.
Donc, c'est de l'ordre de 100 000 logements par an minimum que les bailleurs adaptent pour leurs locataires. Il s'avère que le parc n'est pas toujours adaptable. C'est que parfois le logement peut l'être, mais si vous avez des 2 3e étages sans ascenseur, et qu'on va pas mettre d'ascenseur parce que ce serait pas raisonnable économiquement notamment, on peut pas les garder en place. Donc, il y a tout le sujet des parcours résidentiels. Donc, il y a un accompagnement aux mutations et j'y reviendrai sur les questions d'offres. Donc, adaptation du logement, parcours résidentiel. Il y a évidemment toutes les questions de services. C'est qu'évidemment, les ménages qui vieillissent ont besoin de soutien, d'avoir accès à des services à domicile. Ça, c'est pas forcément les bailleurs qui le font en direct. Généralement, ils s'appuient sur un partenariat local. Donc, se pose toute la question justement de l'écosystème local et comment est-ce qu'on le structure et l'organise. Effectivement, le dernier sujet, c'est la question de l'offre. C'est qu'on voit que pour une partie des locataires en place, on n'a pas l'offre adaptée pour leur permettre de bien vieillir à domicile. Et donc, les bailleurs développent depuis des années des offres adaptées aux seniors, alors sous différentes formes. Et ça répond à la fois aux besoins des locataires, mais ça répond aussi aux besoins de personnes qui ne sont pas dans le parc social, mais qui, arrivant à l'âge de la retraite ou vieillissant, cherchent une solution qui répond mieux à leurs besoins que celle qu'ils ont actuellement, dans le parc privé, généralement locataire, parfois propriétaire, et se tournent vers le parc social parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de trouver autre chose. Voilà. Et donc, du coup, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10% de la demande de logement et des attributions qui sont sur les personnes de plus de 60 ans. Donc, on est sur environ 2 800 000 demandes aujourd'hui. Donc, c'est de l'ordre de 280 000 personnes qui, tous les ans, font une demande pour accéder à un logement social. Bon, sensiblement moins qui accèdent parce qu'on n'a pas assez d'offres, mais néanmoins, c'est non négligeable et c'est plutôt appelé à croître. En tout cas, c'est comme ça qu'on le constate. Donc, la question d'habitat inclusif, partagé, c'est un des sujets qui, effectivement, rentre dans cette diversité de solutions. Il faut avoir en tête que dans l'habitat spécifique thématique sur les seniors, les bailleurs sont investis dedans depuis un certain temps. Juste, je vérifie quelques chiffres avant de venir. Ils sont propriétaires de près de 60 000 places en EHPAD. Alors, propriétaires, pas exploitants. Généralement, ils exploitent avec un CCH, une association. Ils sont propriétaires de 56 000 places en résidence autonomie. Mais surtout, depuis plusieurs années, ils développent des produits alternatifs de différents types. Alors, soit des produits qui existent dans un cadre donné, type l'habitat inclusif, ou des produits qui sont un peu faits sur mesure. Donc ça va du béguinage, la résidence autonomie évidemment, les résidences avec service qui ne sont pas des résidences services parce que les bailleurs ne sont pas vraiment habilités à le faire, de l'intergénérationnel, des colocations solidaires avec des seniors, et ainsi de suite. Donc on a beaucoup d'exemples. Effectivement, l'habitat inclusif, c'est un des éléments nouveaux qui est arrivé, qui permet de répondre à ces besoins et qui a l'avantage d'offrir effectivement un cadre. En termes d'ordre de grandeur, pour vous donner les idées, quand on regarde ce qui est financé au titre des nouveaux projets de logement social, c'est entre 4 000 et 8 000 logements par an nouveaux qui sont développés pour répondre à ces besoins, qui sont un besoin inférieur aux besoins, mais en tout cas c'est non négligeable dans la production. La production de logement social ces dernières années, c'était autour de 90 000 logements par an les bonnes années. Donc on est quand même pas loin d'être entre 10% de l'offre, ce qui est sans doute là encore inférieur aux besoins, mais qui répond de manière assez qualitative. Et là encore, on voit que les bailleurs font preuve d'une certaine créativité dans la diversité des produits. Là encore, on a beaucoup documenté les sujets, donc pour ceux qui le souhaitent, on a un très bel espace sur le centre de ressources de l'USH qui s'appelle Accompagnement du vieillissement, où vous pourrez trouver beaucoup d'exemples en la matière. Merci beaucoup Thierry pour cet exposé et de montrer l'innovation que portent les bailleurs. Je me tourne à présent vers Delphine. Pour CDC Habitat, l'habitat inclusif en logement social, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu portes des projets en ce moment et est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je porte des projets en ce moment, mais je vais revenir à la genèse sur le fait. Déjà, on parle d'un marché qui est récent, qui est vraiment nouveau, qui a été autorisé, l'habitat partagé, depuis la loi Elan, qui a été votée en novembre 2018. Donc, on parle d'un marché jeune avec des acteurs qui ont émergé depuis 5 ans, 5-6 ans, avec dans la période intermédiaire la crise Covid, avec une période un peu de pause. Et donc, c'est tout un nouveau marché. Une deuxième chose que je voulais rajouter, c'est pour réagir aussi à ce que vous disiez, Monsieur de Rouvray, c'est la complexité du monde social. Donc, porter des opérations et développer des opérations nouvelles, innovantes dans le monde social, eh bien, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut mettre autour de la table différents partenaires, parce que la réglementation, c'est un secteur qui est très encadré, que la réglementation n'est pas toujours adaptée, ou elle se crée au fur et à mesure des expériences. Donc, vous l'avez dit, c'est un marché aussi dans le monde social, un peu d'épicier, où on teste les solutions. Et donc, face à un enjeu du vieillissement assez rapide, et donc l'émergence de solutions assez rapides, nous, on a fait le choix de tester, mais de tester d'abord en
libre. Et le groupe CDC Habitat a cette particularité de disposer de structures, de différentes structures, qui nous a permis de tester le modèle de façon en libre en premier lieu, pour voir si c'était un modèle qui marchait, donc avec un peu moins de contraintes que le monde social, pour voir si c'était vraiment un modèle qui répondait à un véritable besoin, une véritable attente, et qui faisait ses preuves. Donc, on est parti de là en se disant on va aller chercher des opérateurs capables de le faire. Alors, on a été aidé un peu par des rapports qui ont été publiés, et notamment le rapport Wolfram-Pifto qui définissait bien ce qu'était l'habitat partagé senior, les contraintes. Et on est allé à la rencontre d'acteurs de jeunes sociétés, donc très récentes, puisque c'était des sociétés qui ont émergé après la loi Elan. Et avec un souci pour nous, c'était de déterminer des sociétés ou des gens qui soient investis sur la gestion, parce qu'on trouve beaucoup d'innovations aussi dans le monde immobilier et social à travers de la promotion immobilière. Et moi, ce à quoi j'étais attachée, c'était des gens qui portaient un vrai projet sans s'attacher, sans parler d'immobilier et sans faire un projet immobilier. Parce que le gros sujet autour de ces projets-là, c'est de savoir où on met la marge. Est-ce qu'on met la marge sur l'immobilier, dans la promotion immobilière, ou est-ce qu'on met la marge au niveau des sociétés ou de la gestion? Donc, un des critères qui a été assez fort pour nous, pour notre équipe, c'était de se dire, on veut rencontrer des gens, mais qui sont focalisés sur le cœur de métier, c'est l'accompagnement des seniors, un projet social, un projet social, sociétal, et pas l'immobilier en tant que tel, et pas une valorisation de l'immobilier. Donc ça a été aussi un critère extrêmement fort pour nous de choix de sociétés, de partenaires. Dans ces partenaires-là, alors on a identifié Domani comme étant une jeune pousse qui nous a plu aussi parce qu'ils avaient pris le risque de tester un premier modèle en se débrouillant pour monter un premier habitat inclusif et voir si ça marchait. Et je pense que ça nous a beaucoup séduit qu'ils prennent ce risque-là et qu'ils s'investissent autant sur cette solution-là. Ensuite, le premier modèle, Delphine, n'était pas en logement social? Non, le premier modèle n'était pas en logement social. Ensuite, il a fallu convaincre au sein de CDC Habitat d'aller sur cette nouvelle forme, donc avec Domani. Et aussi, on était aussi rassurés puisque la Banque des Territoires était dans la même démarche que nous et a investi aussi. Et puis, aller sur des petits volumes, parce que l'autre enjeu aussi, est dans le monde des bailleurs, c'est qu'on nous demande de faire du logement, mais beaucoup de logements. Or, dès qu'on est sur l'habitat inclusif, c'est des petites échelles. Donc, on est sur un habitat partagé, c'est en moyenne entre 8 et 10 personnes. Et 8 et 10 personnes, ça fait une petite échelle, etc. Donc, c'est un métier d'épicier. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est on a fait un partenariat avec un acteur, donc Domani, pour développer 7 habitats partagés, donc massifier un peu les choses et développer et aller étudier un par un 7 projets sur cette structure-là. Après, donc c'est juste pour refaire la genèse, je refais un peu l'histoire, mais après, notre vocation, c'est quand même le monde social et c'est adresser cette offre aux plus modestes et donc d'aller naturellement, une fois qu'on a testé et prouvé ce modèle, d'aller le vendre, d'aller le travailler ou le travailler en parallèle avec les acteurs publics, la CNSA, les départements, avec les villes, pour essayer de développer ce modèle en logement social. Aujourd'hui, fort de cette expérience, l'expérience que l'on a en libre, on a pu aller voir et aller monter des projets et c'est les premiers projets que l'on monte en social. On n'en a pas encore signé.
On en a fait, on a 16 opérations aujourd'hui en habitat partagé. Alors, pas simplement avec Domani, parce qu'on a ouvert et on teste, on essaye aussi de tester d'autres opérations, d'autres types d'habitat partagé senior. Aujourd'hui, c'est d'aller vers le champ social, mais qui est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Les avancées, les conférences de financeurs et toute l'implication d'ailleurs que vous avez citée, etc., ont amené quand même un certain nombre de décrets, de circulaires, etc., qui facilitent les choses et qui nous permet aujourd'hui, d'ici très peu de temps, de signer notre première opération en logement social. Et qui sera où? Qui sera à Montfermeil. Et comment? Et donc cette J'adorerais en faire et, donc, dans l'Essonne. et de manière très pratique, cette opération à Montfermeil, c'est moins qualitatif qu'avant? Absolument pas. Absolument pas, c'est les mêmes standards. C'est les mêmes standards. C'est les mêmes standards. Il y a un accompagnement qui est fait, qui a été fait par le conseil départemental. On bénéficie sur cette opération de l'AVP, donc qui va aider à réduire le reste à charge pour les résidents. On est sur un système tarifaire. Alors, on n'est pas gestionnaire, nous, on est complètement propriétaire immobilier, mais on est très vigilant au reste à charge pour les résidents. Donc, on a une partie qui va être du loyer en logement social, qui intègre en fait les meubles, etc. Donc là, on est si je prends un T1 pour une personne, on est autour de 772 euros, si ma mémoire est bonne, pour tout ce qui est partie locative et donc le loyer, l'immobilier. Et puis ensuite, on a tout ce qui est services. Et là, les services sont financés par l'AVP d'un côté, le crédit d'impôt. Et on a aussi la restauration qui est inclus là-dedans. Et on est grosso modo sur un reste à charge de 440 euros, ce qui fait 1200 un reste à charge pour une personne âgée en moyenne dans cet habitat à 1200 euros par mois. Pas mal. Franchement, bravo. Un grand merci, Delphine. Peut-être pour conclure cette table ronde, on a entendu à quel point il y avait un choc démographique qu'il fallait prendre en compte. On a pu entendre à quel point les politiques ou les personnes âgées n'ont pas tant anticipé que ça. Nous avons pu entendre que l'habitat inclusif est un désirable attendu et beaucoup d'acteurs sont mobilisés pour le développer. La dernière question que j'aurais envie de vous poser à chacun d'entre vous, c'est pour aller plus loin, pour lever les freins que vous avez déjà évoqués, qu'est-ce qui peut être fait? Dominique Libaud, pour vous, quelle réponse on peut encore apporter ou faire apporter pour une réponse plus juste pour nos retraités à faible revenu? Moi, je dirais trois idées sur le sujet. D'abord, des choix politiques qui sont des questions de priorisation. Je suis obligé de le dire, Monsieur le Président du Conseil départemental ne me mentira pas dans un gros sujet de finances publiques pour tous les acteurs. Il faut assumer ce problème de contraintes financières. Donc, ça veut dire des choix. Vous évoquiez par exemple le financement crédit d'impôt. Bon, une réflexion, parce que moi, par ailleurs, j'ai été saisi par le Premier ministre sur justement le sujet des comptes sociaux et de rétablissement des comptes sociaux avec ma casquette au Conseil du financement de la protection sociale. Bon, par exemple, sur les services à domicile, aujourd'hui, le crédit d'impôt, il est très large. Il peut financer des tas de types de services, y compris des coachs sportifs et tout ça. Peut-être il y a à dire il faut prioriser un type de service sur le crédit d'impôt. Et on ne peut pas peut-être tout financer. Je ne pense pas qu'on pourra tout faire avec l'argent public demain. Donc voilà, premier sujet, est-ce qu'on en fait une priorité et il y a un certain nombre de choix qui doivent s'imposer, des choix évidemment de ressources éventuellement. Il y a quand même aussi beaucoup de sujets sur est-ce que le patrimoine doit plus être mis à contribution, etc. Voilà. Enfin, ce sujet, il doit être pris en compte dans l'ensemble des sujets d'arbitrage sur le sujet des finances sociales et des priorisations que l'on fait. Premier point. Deuxième point, j'évoquais aussi au début le fait que comme il y a beaucoup d'acteurs, c'est trop complexe et tout ça, le fait de pouvoir un peu mieux piloter au niveau national cette stratégie et
à la fois la piloter et évaluer. Hein. Moi, je pense beaucoup aussi dans ces stratégies d'innovation, il faut évaluer. En interministériel, je pense que ça pourrait être un progrès. C'est une idée qui est pas mal développée par Denis Pifto. Eh bien, je souscris à cette idée de Denis Pifto. Troisièmement, sur le terrain. On voit à travers cet exemple qu'une grande partie du sujet du bien vieillir demain va se jouer sur les territoires. Et que c'est ce qui va être fait entre les acteurs, et notamment les acteurs du sanitaire et des acteurs du social. Vieillir en bonne santé, vieillir bien, c'est vieillir comme on le souhaite, mais aussi donc en bonne santé et tout ça. Donc comment on s'articule? Et ça, c'est une question vraiment que je trouve très, très importante. Il y a énormément d'acteurs autour de ces sujets du vieillissement. Pour les personnes elles-mêmes, d'ailleurs, au-delà du sujet de l'habitat partagé, c'est très complexe pour les personnes et les aidants. Donc, c'est pour ça que j'ai notamment développé l'idée d'un service public départemental de l'autonomie, qui est simplement l'idée que tous les acteurs travaillent ensemble autour de ce sujet de comment on va travailler à ce que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, eh bien, elles se sentent mieux sur le territoire demain, on répond mieux à leurs besoins. Et ça veut dire mettre tout le monde ensemble. Et le conseil départemental, effectivement, pour moi, a un rôle assez fort, un rôle d'assembleur pour cette stratégie avec l'ARS, pour piloter cette stratégie de mise en commun des acteurs. Et je pense que c'est aussi sur les territoires que peuvent se créer des choses. Donc, du national, des priorisations politiques et du territoire pour que cette politique puisse, à partir de ce qui a été fait depuis 5 ans, depuis très peu de temps, et je salue vraiment les innovateurs, enclencher une vitesse supérieure. Très clair, merci beaucoup. Thierry Asselin, concernant les bailleurs sociaux, comment libérer les énergies? Alors, vous avez une heure. Non, déjà pour dire que j'ai cherché quelques chiffres. Les derniers chiffres qu'on a eu de la CNSA sur le déploiement de l'habitat inclusif, on était à 60% des projets à peu près qui étaient portés par les bailleurs sociaux. Donc en fait aujourd'hui, c'est majoritairement les bailleurs qui portent le développement de ces projets. Et donc, par contre, sur des volumes qui restent plutôt modestes, on est entre 10 et 15 000 places développées. Donc, c'est le sujet que c'est un petit volume à ce stade, mais je pense qu'on peut sans doute faire beaucoup mieux. Je pense qu'il y a plusieurs conditions pour ça. Un, effectivement, c'est faire en sorte qu'on s'approprie le concept, le produit. Donc, ça, on y contribue aujourd'hui en grande partie. Nous, on le fait au quotidien. Là encore, on a développé beaucoup de choses pour les bailleurs, pour qu'ils comprennent comment agir, mais c'est aussi des choses, des ressources qu'on a faites pour les autres. Après, effectivement, je ne peux que rejoindre ce qu'a dit Denis Clibaud, c'est qu'il y a un enjeu déjà de cadre général et de portage politique. Si on considère que c'est des produits qui apportent une plus-value, qui évitent des coûts supplémentaires par la suite, qui vont dans le sens du bien vivre des personnes, et bien dans ce cas, il faut assumer de mettre un peu de ressources. Voilà. Et si on considère que le logement social est un élément de réponse fort pour apporter des solutions de qualité abordables à des ménages qui ont des ressources contraintes, je pense qu'il faut aussi admettre qu'il faut soutenir le logement social et peut-être lever une partie des contraintes, prélèvements, taux de TVA, etc., qui ont quand même passablement complexifié la capacité des acteurs à développer des projets. Une fois que ceci est dit, je pense qu'effectivement, un cadre clair, l'AVP, c'était comme une grande avancée pour dire il y a un financement de cette animation. C'est vrai qu'on est un peu tous inquiets sur son devenir, donc plus on arrive à remettre le sujet en place, mieux on se porte. Hein, c'est important de diviser là-dessus. Je ne peux que rejoindre les propos sur la vision territoriale, c'est que plus on s'inscrit dans une vision globale des besoins, et quelque part, l'avantage de la démographie, du vieillissement, c'est que on sait à peu près où sont les gens, on sait comment ils vont vieillir, donc tout ça est modélisable, voilà. Mais par contre, le fait que les acteurs sachent comment on va y répondre, quels sont les différents services produits, ça permet de gagner un peu en confiance, parce qu'on est quand même sur des produits qui parfois sont des produits un peu de niche, et l'ennemi de tout le monde, là, c'est la vacance. Donc s'il s'avère que ça répond à des besoins de 10 personnes aujourd'hui, mais que ça ne répondra pas aux besoins dans 10 ans, on a un sujet. Voilà. Donc c'est vrai que la question de ces visions territoriales et de planifier comment on va répondre aux besoins, c'est quelque chose qui est faisable, qu'effectivement je pense que les départements sont à un bon niveau d'approche pour ça, et ça met quelque part tout le monde dans une vision un peu c'est plus sécurisée du sujet. Après, c'était excellemment dit par François Durovray, si on est sur des projets avec un vrai portage politique du maire, du département, ça décoince beaucoup de choses. Les quelques difficultés évoquées par Delphine Pavie, on peut les surmonter si on y met de l'énergie. Petite parenthèse, il y a des énormes besoins sur les seniors, mais il y a d'énormes besoins sur beaucoup d'autres produits. Et ce que nous, on constate, c'est qu'il y a des bailleurs qui développent de l'habitat inclusif, mais souvent dans des projets d'ensemble où il y a aussi de l'habitat pour les étudiants, de logement familial, une pension de famille.
dès qu'on a une opportunité de faire une opération globale, il faut s'en saisir. Parce que quelque part, c'est là aussi qu'on trouve des équilibres économiques parfois un peu durs à trouver quand on fait des opérations à 6, 7, 8 logements, qui sont très sympathiques. Hein, mais si on veut massifier, si on veut que les choses avancent, on en fera 2, 3, 4, 5, mais on n'arrive pas à avancer. Alors, on a des besoins importants. On peut faire des projets plus intelligents en répondant aux enjeux de mixité qui ont été évoqués. Donc, je pense que là encore, hein, c'est un peu un appel à tous les élus qui nous écoutent ou qui y sont présents. Si vous avez des opportunités foncières pour développer des projets, les bailleurs sauront les monter avec vous en y intégrant le besoin des seniors. Et puis, effectivement, je pense qu'il faut qu'on continue à faire en sorte que les acteurs se connaissent. C'est vrai que la grande vertu des premiers projets d'habitat inclusif, c'est que ça permet de structurer des partenariats, de nouer des relations entre exploitants, associations, bailleurs, etc. Je pense que ça, il faut continuer à l'animer. Là encore, au niveau départemental, c'est plutôt une bonne approche. Et puis, je pense qu'il y a un petit sujet qu'il faut qu'on pense bien tous, qu'il faut un peu anticiper l'avenir. Ça veut dire à la fois de se dire, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce que les personnes qui vont être dans l'habitat inclusif aujourd'hui, elles n'y seront pas forcément jusqu'au bout. Hein, il y a peut-être un petit passage ultime dans d'autres structures, et ça, il faut l'anticiper avec les acteurs du territoire. Il faut penser aux nouveaux arrivants. Et donc, comment est-ce qu'on peut adapter les projets par rapport à des attentes qui peuvent évoluer dans le temps. Et donc ça, je pense que ça se construit. Et là encore, c'est un jeu d'acteurs qui est à mettre en place. Donc je pense que c'est principalement là-dessus qu'il faut agir. C'est-à-dire on a des acteurs qui sont plutôt motivés, mobilisés. Les bailleurs sociaux, ils sont là pour répondre à ces besoins. Ils sont ancrés dans les territoires. Ils ont du patrimoine, donc ils ont vocation à y rester. Ils sont plutôt très motivés pour investir. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on structure tout ça, comment est-ce qu'on donne un cadre aux acteurs, et après, comment est-ce qu'effectivement, on prend de responsabilité en tant qu'institution les uns les autres pour animer ces partenariats, les faire vivre et puis faire partager de bonnes expériences. Et là encore, nous, on a recensé beaucoup qu'on est tout à fait prêt à partager. Un grand merci, une bonne to-do. Delphine, si tu devais citer un levier clé pour accélérer l'implantation d'un projet comme ceux que tu pilotes. Oui, alors déjà, je voulais corriger une impression parce que je sais que dans le monde social et chez les bailleurs sociaux et chez nous en particulier, il y a beaucoup d'innovations. Ça reste des innovations qui sont au niveau territorial avec des associations qui sont des associations souvent isolées. Et nous, notre démarche au départ, c'était d'essayer de trouver un système pour pouvoir le généraliser et le massifier. Et malheureusement, les initiatives qu'on peut avoir, il y a beaucoup de tests, beaucoup d'innovations dans le monde social, mais c'est souvent à petite échelle et très limité. Et nous, notre ambition, c'était vraiment de tester un modèle pour pouvoir essayer de le décliner et de le massifier après, en allant d'abord donc en libre et ensuite en le généralisant dans le monde social et le développer à plus grande échelle. Maintenant, on se heurte quand même à des contraintes. C'est que, comme je le disais, c'est des petites opérations et qui demandent quand même à chaque fois une ingénierie assez importante. Et on le voit, chaque opération, c'est comme une opération d'immeuble avec énormément de logements. Et donc, on se retrouve à investir, comprendre le terrain, etc. Donc, il y a une dimension d'échelle qui peut être un frein à la massification. Ensuite, on est sur des taux d'intérêt élevés à l'heure actuelle. Donc, ça freine aussi les opérations et de construction immobilière. On a un livret A qui est assez important. Donc, il faut qu'on dispose des outils pour pouvoir... Il baisse. Il baisse. Ça va baisser, j'espère bien, mais c'est vrai que on est un peu contraint par des coûts de construction qui ont quand même flambé ces dernières années et qui surenchérissent le coût de ce type d'habitat spécifique. Donc là, on essaye de travailler. Alors, on a appris quand même beaucoup à travers nos expériences, nos partenariats et ce qu'on a développé. On en a ouvert, on a vu un peu les sujets, les contraintes. Donc, on essaye un peu aujourd'hui, pour massifier un peu les choses, c'est de standardiser un certain nombre de choses, de cahiers des charges, de notices, arriver à avoir quelque chose de plus formaté pour pouvoir à déployer de façon un peu plus systématique ce type d'opération. On aura besoin des mairies, on aura besoin des départements pour nous aider. La dernière chose aussi, une des choses aussi importantes à noter, et vous l'avez très bien dit aussi, c'est qui nous inquiète, c'est les incertitudes autour de l'AVP. Puisque aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires, vous l'avez encore mentionné, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur l'AVP. On a eu aussi une multitude d'acteurs qui se sont montés, avec quelques inquiétudes aussi par rapport aux acteurs qui se sont montés, parce que c'est devenu une grande mode, l'habitat partagé. Et nous, on a eu des sollicitations de nouveaux acteurs quasiment tous les jours, avec des concepts plus ou moins établis, etc. Donc, il y a besoin aussi d'une régulation peut-être un peu de ce secteur-là, sans accroître trop les contraintes.
À chaque fois qu'on régule, c'est un sujet de... Exactement, c'est la liberté créative, le sur-mesure, mais dans la massification, l'industrialisation. Exactement. C'est l'injonction contradictoire. Exactement, parce que je voulais juste terminer là-dessus, c'est qu'on oublie qu'on est quand même sur une population qui est fragile, qui est en perte d'autonomie, alors mais qui est fragilisée. Et ces principes d'habitat partagé ou d'habitat collectif, il y a un encadrement, mais autour de personnes qui sont fragilisées en fragilité et qui est pour les seniors vers une pente qui va décliner, contrairement peut-être aux jeunes qui vont vers l'autonomie. Là, on va vers la dépendance. Donc, nous, on est très soucieux et je pense que tous les investisseurs immobiliers, qu'ils soient sociaux ou dans le libre, à la question de la maltraitance, à la question de la dépendance, à la question de public fragile. Et on a besoin aussi d'être rassurés par rapport à ça, donc avec des opérateurs associatifs privés qu'on soit rassurés sur tout ce qui est sujet de bientraitance, sujet autour de l'accompagnement de la personne. Un sujet au cœur du prendre soin, évidemment. François Durovray, je vais vous laisser le mot de la fin de cette table ronde sur, à la fois, on l'a entendu, comment le département peut concourir à l'accélération de ce développement. On a entendu souvent le rôle attendu ou déjà en cours du département, ou plus généralement, quelle vision avez-vous du développement de ce type de solution dans les années à venir, et comment vous pourriez, vous, dans votre rôle d'élu, les pousser, les accélérer? Alors d'abord dire que je suis très confiant sur notre capacité collective à développer ce système, mais qu'à mon sens, il y a plusieurs conditions à réunir. La première, ça a été évoqué, c'est la question du financement. Alors tout le monde d'ailleurs aura compris au travers de l'intervention de Dominique Libaud qu'il est l'inspirateur des quelques propositions gouvernementales sur le resserrement du crédit d'impôt sur les emplois à domicile. Ça peut être une piste. Ça peut être une piste. Je pense que globalement... Même la FEPEM n'est pas contre. Oui, non, mais ça peut être une piste. Non, mais oui, j'ai mis une pièce dans le jukebox, mais je pense qu'on est à un moment plus largement où on doit se poser la question, effectivement, à la fois des moyens publics qui sont affectés aux grands enjeux de transformation du pays, mais aussi à la question de la création de richesse dans notre pays. C'est un sujet qui est, à mon sens, beaucoup plus vaste. Mais à partir du moment où on a les défis que j'évoquais en introduction, et le vieillissement fait partie des très grands défis qui justifie qu'on mette davantage de moyens. Je pense qu'on est capable d'embarquer nos concitoyens, mais ça c'est une question éminemment politique, mais on est capable d'embarquer nos concitoyens sur des modalités pour parvenir à relever ces défis. Et parmi ces modalités, la création de richesse me semble indispensable, et ça renvoie à plein d'autres questions. Mais ce sujet du financement, on tourne autour, et c'est vrai que l'État est le premier concerné aujourd'hui, l'État-providence, la crise de l'État-providence est évidente, et aujourd'hui elle touche même l'État régalien, mais au niveau des collectivités locales, ce sont sans doute les conseils départementaux qui sont les premiers concernés, parce qu'ils sont des opérateurs de l'État-providence. C'est les premiers concernés par la crise que l'État vit lui-même. Donc la question financière, elle est essentielle. Deuxième élément, c'est le mécano institutionnel. Ça a été dit par les autres personnes à cette tribune. On est en France dans un pays où toute question est abordée de façon très complexe avec une multitude d'acteurs. Certains considèrent qu'il faut réduire le nombre d'acteurs. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément la bonne solution. Je pense qu'il vaut mieux définir correctement des chefs de fila, ou en tout cas définir plus correctement les compétences. Sur le domaine des collectivités, ça a été abordé. Ça me semble assez évident que le conseil départemental joue un rôle important d'animateur. Et moi, l'idée que le service départemental de l'autonomie joue ce rôle en mettant autour de la table tous les acteurs me va très bien. Pour qu'on soit capable de trouver des solutions locales. Et quand je dis des solutions locales, c'est à la fois, parce que vous l'avez vu, c'est un modèle qui peut être fragile. Enfin, vous aviez évoqué tout à l'heure la nécessité de massifier le modèle pour lui trouver non pas une rentabilité économique, mais un modèle économique. Voilà. Cette question-là, elle vaut pour l'habitat, la construction. Et on sait aujourd'hui que les bailleurs sociaux rencontrent de très grandes difficultés. Il faut trouver un modèle global, mais il faut trouver aussi ce modèle derrière
derrière pour le fonctionnement du service d'aide à la vie partagée. Et ça, il y a la nécessité de l'adosser à des structures. Moi, j'ai fait un gros travail dans mon département pour que l'ensemble des structures de services d'aide à domicile soient correctement capées, pour qu'il y ait des liens avec les EHPAD. Et donc, c'est toute une chaîne qui doit être mise en œuvre à l'échelle de chacun des territoires et qui permet de viabiliser et le volet habitat et le volet des services d'aide à la vie partagée. Le troisième volet et le dernier volet que je voulais aborder, c'est peut-être celui de l'acculturation. Je pense qu'on a, c'est encore un objet, même si tout le monde voit bien la pertinence, enfin tout le monde, hein. Oui, tout le monde voit la pertinence, ou en tout cas, je crois que le sujet, il avance quand même dans notre société, mais tout le monde n'a pas encore vu exactement comment ça marchait. Donc, il faut que les acteurs publics et nos concitoyens aussi s'approprient de la question de l'habitat inclusif et le voient comme une solution à l'échelle de chacun des territoires. Pour cela, je ne sais pas si on a besoin d'ailleurs Enfin, je crois qu'il faut vraiment faire confiance aux territoires et à la capacité de ces territoires à innover. On n'a pas forcément besoin. On a besoin d'évaluation au niveau national, ça je partage. Et notamment, moi, je me pose une question sur l'habitat inclusif, savoir quel est le bon niveau, enfin le bon volume. On évoquait tout à l'heure, je ne sais plus, le chiffre de 8 à 10, et vous, je crois qu'il évoquait, c'est un chiffre que j'ai aussi à peu près en tête, 8, peut-être 12, je ne sais pas, mais l'évaluation doit nous permettre, au niveau national, de travailler sur des modèles optimum. Après, moi, je crois quand même beaucoup à la capacité des territoires à trouver les solutions les plus adaptées et à innover. Et ce qui est vrai en Essonne ne l'est peut-être pas sur d'autres territoires, parce que il y a parfois de l'habitat dégradé, parce qu'il n'y a pas les mêmes tensions immobilières, parce que, enfin bon, il y a plein de sujets qui rentrent en ligne de compte, il n'y a pas le même coût de foncier, et donc il y a plein de sujets qui rentrent en ligne de compte et qui font que les solutions dans mon département ne seront pas forcément les mêmes. Mais je pense, et je terminerai là-dessus, qu'au-delà de l'aspiration, enfin de la réponse à l'aspiration d'une partie importante de nos concitoyens au travers de l'habitat inclusif, il y a aussi, je pense, un très bel enjeu pour l'habitat social qui a joué un rôle très important et qui continue à jouer un rôle très important dans les parcours de vie de nos concitoyens et un parcours résidentiel. On sait que ce modèle, il a été cassé et qu'aujourd'hui, il y a à la fois une image qui peut être dégradée de la part de nos concitoyens, de la part des élus sur la construction de l'habitat social. On sait que le modèle est cassé, entre guillemets, également sur la capacité de parcours résidentiel. Et quand je dis cassé, c'est excessif, hein, mais que voilà, il est réinterrogé. Voilà, non, mais il est réinterrogé. Or, l'habitat inclusif, je pense que c'est une des pièces qui permet de reconstruire un modèle performant et résilient de l'habitat social pour répondre à des parcours de vie, à des modèles de vie qui sont différents, assurer la mixité intergénérationnelle, la mixité sociale. Et ça, moi, je trouve que c'est une très belle promesse, à la fois pour les territoires et les élus, mais aussi pour le monde de l'habitat social. Et donc, il faut qu'on y aille. Un très grand merci pour cette conclusion pleine d'optimisme. Surtout, ne bougez pas parce que nous avons une séquence de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. On a ouvert beaucoup de sujets sans évidemment avoir le temps de tous les approfondir. Nous avons aussi des questions à distance. J'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure. Il y avait 145 personnes qui nous écoutent. Voilà. Donc, s'il y a des questions à distance, je crois que Florence, tu t'en feras l'écho. Et il y a des questions dans la salle. Mais il y a des questions à distance ? Très bien. Alors, on va donner la priorité aux gens qui ne sont pas dans la salle pour qu'on puisse les intégrer, qui se sentent intégrés parmi nous. Thierry, vous nous entendez ? Vous avez une question pour nos invités ? Tout à fait. Donc, je suis Thierry Montet, je suis directeur général de l'Office 64 de l'habitat, qui est un bailleur social, un office public pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, depuis longtemps, puisqu'on est quand même l'outil du département, on a développé des produits adaptés aux seniors ou au handicap, déjà sous forme classique, en développant un certain nombre de produits d'EHPAD, de résidence autonomie, de foyers d'hébergement personnes handicapées, des outils relativement classiques qui sont spécifiés dans le Code de l'action sociale. Plus récemment, par rapport au manque de logements pour des seniors, particulièrement sur notre territoire qui est très tendu, on a développé une gamme de résidences que l'on a appelées OVEOL, qui sont dédiées au vieillissement, au handicap, où on fait l'intergénérationnel,
qui sont des résidences financées par le droit commun classique, mais qui permettent d'accueillir dans des meilleures conditions possibles des personnes qui n'ont pas d'une forme de dépendance très élevée, mais qui sont vulnérables de par l'isolement. Donc, on est dans une stratégie d'autonomie, une stratégie de prévention sociale. Aujourd'hui, c'est quand même la plus forte demande que nous avons, hein, puisque un projet sur deux est dédié à de l'habitat inclusif. J'avais une question. Nous avons décidé de développer avec Domani un projet d'habitat partagé, puisque nous n'avions pas cette forme d'habitat, et nous trouvons avec mon président qu'elle vient compléter le parcours résidentiel du senior, encore autonome, mais dont la dépendance va évoluer doucement. On a monté le dossier en partenariat avec Domani et on s'est heurté au refus de financement de la Caisse des dépôts au motif que Domani n'était pas un partenaire dont l'objet était du non lucratif. Et donc, ça a été la première difficulté. On s'est retourné vers d'autres banques et on a trouvé une autre banque qui nous a fait confiance, qui nous suit sur ce projet. Deuxième obstacle, mais le monde du logement social est souvent confronté à de nombreuses contraintes, ça a été la garantie, puisque les collectivités, alors en l'occurrence c'était l'agglomération de Pau, ont d'abord refusé de garantir le prêt, et puis bon, c'est quand même l'avis de notre Premier ministre, donc on a eu quelques encouragements à persévérer. L'agglomération de Pau vient garantir notre prêt. Donc tout ça pour vous dire que j'aimerais bien savoir pourquoi effectivement la Caisse des dépôts, qui semble soutenir quand même tous ces projets, ne nous a pas accompagnés sur ce dossier. Voilà ma question précise. On démarre fort. Oui. Jouar Touati, qui est une de nos collègues qui travaille à la direction des prêts, puisque moi je représente la direction de l'investissement, est extrêmement bien placée pour répondre. Merci Jouar de venir me sauver. Bonjour à tous. Simplement, effectivement, on voit remonter ce type de demande de financement et on est tout à fait au fait des difficultés qui sont rencontrées dans ce type de financement avec un gestionnaire lucratif ou à lucrativité limitée. Beaucoup de choses ont été dites durant cette table ronde et qui expliquent les freins et les questionnements qui sont inhérents à ces modèles, un modèle qui est très jeune. Simplement rappeler que nous finançons sur fonds d'épargne dans le cadre d'un mandat de l'État qui nous oblige en fait à flécher nos financements vers les projets les plus sociaux. Et alors, ce n'est pas spécifique à l'habitat inclusif. La question du gestionnaire non lucratif, c'est une constante qu'on trouve dans l'ensemble de nos financements sur fonds d'épargne et qui nous pose question aujourd'hui, parce qu'on est quand même évidemment dans la volonté d'aider à développer ce secteur. Nous travaillons avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, que ce soit le monde HLM, notamment par le biais de l'USH. Nous travaillons avec les financeurs, les porteurs de projets. Et ceci étant dit, nous sommes tout à fait disposés peut-être à vous rencontrer, à rencontrer Domani pour peut-être nous présenter le modèle dans ses détails et voir peut-être en quoi on peut trouver des compatibilités dans les financements et le cadre de gestion qu'on a aujourd'hui sur fonds d'épargne. Et puis également, vous indiquer que nous sommes en train de travailler sur une solution de financement sur d'autres ressources, notamment sur ressources européennes, pour pouvoir répondre au financement de certains modèles qui aujourd'hui ne rentrent pas dans notre cadre de financement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Alors. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on prenne toutes les questions un peu en salve et qu'on y réponde un peu. Sinon, on ne va pas trop tenir le timing. Bonjour, merci. Alors, moi, je suis Frédéric Sintra et je dirige Marguerite Service, qui est une structure de care management. Je travaille aujourd'hui sur des projets avec un certain nombre d'acteurs, notamment des bailleurs sociaux, parce qu'ils se rendent compte que l'accompagnement médico-social qu'on peut apporter à chacune des personnes est extrêmement utile, très complémentaire aux équipes. Mais je vous pose une question extrêmement naïve. Tout le monde me dit « Ok, c'est génial, mais qui paye ?»
Et moi, il faut bien que je paye mes care managers qui vont accompagner notamment les sorties d'hospice parce que les parcours ne sont pas linéaires. Et là, c'est de l'accès à distance ou en présentiel à l'ensemble des personnes qui sont dans les logements. Mais néanmoins, c'est chaque cas par cas qui doit être étudié dans les parcours. Et ça, il y a un financement. Donc les bailleurs se disent, moi, c'est très bien, mais je ne veux pas payer. On me dit il faut trouver des subventions et autres. Et voilà, donc là, je suis sur des projets où il y a vraiment ce besoin, mais le nerf de la guerre, vous l'avez abordé, c'est le financement. Comment on fait? Merci beaucoup. On retient la question qui paye. Je vais prendre les 2-3 autres questions. Et je passerai la parole à... Je suis d'abord puisqu'il a plus. Oui, donc Gilles Leclerc, Axantia, donc bailleur social dédié à l'habitat spécifique. Alors justement, enfin, je rejoins la question qui a été posée sur le financement des projets inclusifs à des acteurs privés. Donc la réponse, du moins un début de réponse a été porté. Sinon, je voulais appuyer aussi sur l'AVP. Pour indiquer que nous, actuellement, on a une quinzaine de projets sur l'habitat inclusif. Et l'AVP n'est plus un critère déterminant. En clair, les acteurs avec qui on travaille, dans la plupart des cas, ne le demandent pas parce que pas d'assurance de la pérennité, effectivement, de son maintien. Donc ça, c'est à signaler. Et je m'associe aussi totalement à ce qui a été dit sur la complexité, effectivement, du montage des opérations avec la multitude des acteurs. Avec aujourd'hui, une des difficultés que nous avons, c'est une interprétation différente des textes sur l'habitat inclusif selon les départements. Alors, il faut effectivement, je pense, conserver, gérer la vision départementale. Par contre, il faut aussi tenir compte que dans certains cas, 8 opérations, enfin 8 logements comme on nous l'impose, l'opération n'est pas rentable d'un point de vue immobilier. Donc je pense qu'il faudrait un peu plus de souplesse et une interprétation peut-être un peu plus locale justement de ces différents seuils. Alors. Et si on pouvait éviter effectivement de tomber dans ce que l'on voit aujourd'hui sur des durées de montage des projets médico-sociaux où on est des fois à 5 ans, et c'est pas rare. Là, compte tenu de l'urgence, je pense qu'il faudrait qu'on aille un peu plus vite. Mais je m'associe à ce qui a été dit. Bonjour, Myrtille Dubois-Danguien, gérante au pôle Nouvelle-Aquitaine. Moi, ce que je rencontre au quotidien, c'est beaucoup de difficultés. Alors, pas moi personnellement, hein, mais les personnes qui s'investissent dans l'habitat des seniors. Beaucoup de freins de la part du public. Dès qu'on brandit le mot privé, ça devient une horreur, une catastrophe, on a dit un gros mot. Et je trouve ça vraiment très dommageable. Je vais vous donner un exemple. Donc, nous, on couvre, Gérontopole, 12 départements. Tous les départements ne réagissent pas de la même manière, et heureusement, mais il y a quand même une bonne partie des départements, conseils départementaux, qui nous disent « Ah non, mais privé, moi… je ne veux pas en entendre parler, privé ne passera pas par moi. » Or, il y a des projets, et je vais en citer un que je trouve vraiment formidable, c'est Mon Senior. Ils ne veulent rien, ils ne demandent rien, pas d'argent, ils se débrouillent tout seuls, les départements freinent. Alors que c'est une proposition, une offre d'habitat, dont Mon Senior, en fait, c'est de l'habitat… voilà, c'est de l'accueil familial. Voilà, donc ce sont des petits hameaux. Mon rôle est rude. Nous avons vraiment glissé et on a encore une séquence avec Domani à présenter. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps de discussion pour les intervenants qui peuvent rester après et qu'on évoque tout ça. Plusieurs questions ont été posées, notamment sur le financement. Peut-être très brièvement, est-ce que vous pouvez réagir sur ce que vous venez d'évoquer, la relation privée-public? Est-ce que c'est un enjeu de terrain? Est-ce que c'est un point dur à soulever, ou ce sont deux mondes qui arrivent et qui doivent travailler ensemble? Moi, j'ai une vision assez claire sur le sujet, mais qui dépasse beaucoup le sujet des acteurs privés de l'habitat. Parce que moi, je relis ça au sujet aussi de
faut bien le dire, des scandales qu'il y a pu y avoir dans d'autres sujets d'opérateurs privés lucratifs dans des sphères financées par la sécurité sociale, que ce soit les crèches privées ou les EHPAD privés. Moi, je pense que les acteurs privés ont toute leur place et c'est très bien, il faut les encourager. Le problème, c'est la régulation des acteurs privés. Voilà. C'est que il faut redéfinir la régulation des acteurs privés et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs privés le demandent parce qu'ils sentent bien qu'effectivement, quand c'est pas régulé, oui, il y a des gens qui sont dans ces systèmes-là et qui vont essayer de bénéficier de l'argent public et pas avec des finalités super intéressantes. Et on le voit actuellement dans le secteur de la santé, on a vu que ça. Donc, il y a une faiblesse de cette régulation. Voilà. Et moi, je pense que c'est absolument fondamental de reconstruire cette régulation, mais je dis oui aux acteurs privés, heureusement. Enfin, on parle d'initiatives, on parle, etc. Il faut donc les encourager, mais il faut réguler. Merci beaucoup. On a un peu glissé, mais on a réussi à accomplir la feuille de route qu'on s'était donnée. Daphine, tu veux ajouter un mot? Oui, sur qui paye et les aides et l'AVP, parce qu'en fait, on en revient et nous, on est confrontés à ces montages-là en social. Alors déjà, les délais d'instruction, hein, c'est pour ça que nous, on a fait au départ le choix du LIB, parce que c'était plus rapide et à faire. Et ensuite, qui paye, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et on parlait des problèmes financiers, les problèmes financiers de l'AVP ou du fait de la pérennité de l'AVP, c'est que demain, c'est le résident qui paye. Et donc, moi, la crainte qu'on a, nous, en tant qu'opérateurs, et c'est pour ça que c'est que on aille sur des restes à charge qui soient élevés et que ce soit une solution que pour une solution permise que pour les plus aisés. Donc là, on a besoin, nous, d'une intervention de l'État, d'une aide, ou de trouver des systèmes, hein, vous l'évoquiez, pour arriver à rendre cette solution accessible au plus grand nombre. Accessible au plus grand nombre. Et j'imagine, Thierry, que c'est votre cheval de bataille. Oui, c'est ça, c'est que nous, tout le sujet, hein, c'est de dire effectivement, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une quittance abordable pour la personne. Hein. Donc la question, le financement du logement social, c'est pas fait pour sécuriser la marge de l'exploitant. C'est fait pour qu'on garantisse qu'on ait une quittance abordable pour des personnes qui ont des ressources modestes. Donc je pense qu'il faut aussi, Jean-Dominique Libaud, sur la question des privés, voilà, il y a aussi des systèmes de lucrativité limitée qui existent. Enfin, on peut réfléchir à différents modèles. Juste sur la question de montage, je voulais le dire, mais c'est vrai qu'on voit qu'on a aussi un petit enjeu à ce que au niveau territorial, les services de l'État parfois se décrispent un petit peu sur les montages, accordent un peu la souplesse qu'il faut, et on a vu que ce que les acteurs ont produit, ils ont produit un peu parfois dans la douleur, et nous on a un petit travail en ce moment avec le ministère avec le ministère du Logement pour avoir une convention sur le vieillissement, pour dire justement que les produits financés au logement social à destination des seniors, c'est aussi une des missions du parc social et qu'il faut qu'au niveau territorial, les services de l'État le comprennent, l'admettent et que si la réglementation n'a pas tout prévu, on peut une fois de temps en temps se permettre d'avoir une lecture un peu souple du sujet pour que les projets sortent de terre et qu'on ne mette pas effectivement 10 ans à sortir un projet alors qu'effectivement les besoins sont énormes. Eh bien, un très grand merci pour vos interventions. Peut-être qu'on peut applaudir nos intervenants de grande qualité. Merci mille fois et je vais laisser la place à Cyriane Ilf qui est coordinatrice dans une maison de Domani et Jean de Miramont qui est cofondateur de Domani. Salut, c'est ton guide BFM. Vous connaissez les colocations d'étudiants? Eh bien, je vous emmène aujourd'hui dans une coloc de seniors. Je suis à Mimizan, dans les Landes, et c'est l'heure du déjeuner. Michel et Simone sont en cuisine. Oui, c'est très bon, chacun. Oui. On est une famille, on arrive dès le départ, on essaye de se tutoyer et solidaire aussi. Si quelqu'un est malade ou si quelqu'un a besoin de quelque chose, si on peut le faire, si on a, voilà. Bon, tout le monde semble avoir un rôle dans la vie de la coloc. Aujourd'hui, Paul et Christian mettent le couvert. Ça permet d'être actif, oui, c'est sûr, davantage. Et quand on est tout seul, comme ça, qu'il n'y a personne autour de soi, on vieillit beaucoup plus vite que là. À table, tout le monde à table. On ne fait pas de ces grosses bouchées. Il y a 9 habitants et la moyenne d'âge est de 88 ans. On est bien loin d'une ambiance d'EHPAD ou de résidence senior traditionnelle. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps qui n'est pas là? EHPAD, pour moi, c'est... Non, je l'ai vu une fois avec Laura. Ne me parlez plus de l'EHPAD. Parce que... J'en étais sorti malade, non, mais il faut voir les pauvres. Ils sont une centaine. Moi, j'ai l'impression d'être en vacances ici, moi, dans une colonie de vacances. Que cette semaine-là, je ne sais pas ce que j'ai eu, là. J'étais en roue libre, là. Allez, Paul,
On est dans un grand appartement avec 8 chambres, 8 salles de bain et des espaces partagés. Évidemment, il faut un minimum d'autonomie pour entrer dans un habitat comme celui-ci. Et Laura est là pour veiller. Mais non, ça c'est dans la famille Youpi. Ah bah oui, vous n'avez pas les lunettes, hein. Ils ont discuté autour des règles qu'ils avaient envie d'instaurer sur l'habitat, comme l'heure des repas, à quels horaires ils peuvent recevoir dans les parties communes. Et puis j'ai des infirmières qui passent matin et soir sur l'habitat et on arrive quand même à avoir un vrai suivi. Et c'est ce qui est vraiment intéressant pour le soin aussi des habitants. Ces colloques de seniors sont-elles une solution pour l'accompagnement, l'accueil des personnes âgées en France? En tout cas, 140 000 logements inclusifs comme celui-ci sont nécessaires d'ici à 2030, selon un rapport. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup, Cyriane, pour votre présence parmi nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en synthèse votre métier? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, je suis coordinatrice de l'habitat de Villemoisson-sur-Orge. Et moi, mon rôle, c'est de coordonner la vie à l'habitat, donc la préparation des repas, la gestion des budgets, des courses et de l'animation. Et surtout, le plus important, c'est de passer des moments simples avec eux. Boire un café, prendre le temps de cuisiner afin de créer une atmosphère chaleureuse et familiale. Et donc, vous êtes au service des personnes âgées que vous entourez et vous êtes présente de quelle heure à quelle heure? C'est quoi créez-nous un imaginaire, le quotidien? Quand est-ce que vous êtes présente dans un habitat inclusif? Alors moi, je suis présente sur la semaine, donc du lundi au vendredi et parfois le week-end, une fois par mois. Et généralement, c'est mes horaires entre 9h et 18h30, donc au quotidien. Donc ça fait des grosses journées. Oui. Et une autre question, l'habitat inclusif, c'est une sorte de petit miracle. C'est un collectif qu'il faut créer, qu'il faut entretenir. Et j'imagine que c'est pas toujours aussi doux et joyeux que les vidéos le montrent. Il doit y avoir des conflits. Comment ça se gère? Alors oui, effectivement, il y a des conflits. C'est normal, vivre en colocation, c'est jamais simple pour tout le monde. Maintenant, voilà, ils ont besoin de se confronter à un moment donné. Donc, je les laisse gérer leurs propres conflits. Et quand ça dégénère, effectivement, on organise des réunions. Donc, surtout notre conseil de colocation, où on peut prendre le temps de discuter et où ils émettent leurs propres règles. Voilà, mon rôle est parfois, effectivement, d'apaiser les choses et de faire un rôle de médiation. Alors, je retiendrai votre rôle de médiation, mais aussi que ça peut dégénérer. Effectivement, parfois. Et on a parlé de notre table ronde précédente de ce souci d'évaluation, de l'impact sur la prévention de la perte d'autonomie, peut-être même des économies que ça peut faire à la société. Vous voyez des évolutions sur les habitants qui rejoignent un habitat inclusif comme Domani? Alors oui, je pense que les familles sont plus à même de répondre à cette question, étant donné qu'ils viennent souvent de domicile ou d'EHPAD, et moi je n'étais pas avec eux avant. Donc j'ai le témoignage effectivement d'une fille, d'un habitant que j'accompagne, qui m'expliquait que la personne était isolée, ne voyait plus personne, ne sortait plus du tout, ne participait à aucune activité, et en fait ne se nourrissait plus. Et un jour, elle est venue me voir et elle me dit: vous faites des miracles, Cyriane, parce qu'aujourd'hui, il se nourrit. Il a repris sa vie active dans ses associations, parce que c'est un grand président d'association dans la scientifique. Et il a pris du poids. C'était l'essentiel. Très bien. Et peut-être une autre question, c'est on parle souvent de votre métier comme un métier sous tension. On manque de personnes comme vous. Il y a des gros turnover dans votre secteur. Mais vous aimez votre métier? Je suis passionnée par mon métier. Et oui, il pouvait y avoir du turnover. Alors, pas chez Domani, on est vraiment sur quelque chose de très familial et beaucoup plus petit. J'ai travaillé en EHPAD où effectivement c'était beaucoup plus compliqué, mais on ressent pas le manque d'effectifs en fait dans cette société-là. Et donc, vous pensez que quand Domani gérera 100 maisons, on pourra trouver 100 Cyrianes comme vous? C'est l'objectif. Un grand merci pour ce témoignage après avoir reçu le discours de représentants d'institutions, d'avoir un regard de terrain, c'est très appréciable. Je pense que vous serez sûrement questionné pendant le café à l'issue. À présent, Jean, est-ce que tu veux bien clôturer notre belle matinée et peut-être donner ton point de vue sur comment est-ce que Domani est passé d'un projet innovant
à un projet qui répond à des besoins de territoire et tout en étant accessible? Oui, en fait, j'avais pas préparé, et là, en entendant à chaque fois les contraintes, les discours, etc., je voulais finir sur une métaphore qui m'est apparue dans ma chaise juste devant. Je pense que l'habitat partagé, c'est un peu comme de la permaculture. Je ne sais pas si vous pratiquez la permaculture. En fait, il y a... S'il y avait un grand potager du bien vieillir, nous, chacun, et avec Cyriane, on est des gens du terrain, et on a nos semis, c'est les personnes âgées, et on fait vraiment gaffe. Chaque semis, mettre vraiment du cœur dedans, les agencer à côté l'un de l'autre, se dire, tiens, peut-être que la tomate sera bien à côté de la verveine, j'en sais rien. Et parfois, comme c'est un grand potager, le bien vieillir, on se dit, bon, c'est bien la permaculture, mais ça va être chaud quand même, parce que on a des bouches à nourrir, et là, il y a beaucoup de boulot, il y a des mauvaises herbes, il y a tout qui pousse. Et là, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je vois là tout le monde. Tout à l'heure, Dominique et François disaient, un des trucs qui est dur, c'est quand même, il y a beaucoup de monde qui doivent taper dans la main avant que ça se lance. Mais n'empêche, moi, quand je vois là aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes différentes. J'ai l'impression de voir bientôt des mains qui se tendent et qui se tapent dedans. Donc moi, ça me galvanise, et en tant que cultivateur de permaculture, je vois d'autres gens qui arrivent avec quand même des outils un peu sérieux qui vont pouvoir m'aider à réussir ma mission. Donc ça, c'était un peu la conclusion, et je pense que sur le côté Domanie demain, etc., comment on y va, comment on va moins cher, oui, bien sûr. Nous, c'est en tant que permacultivateur, notre ambition, c'est de faire les choses vraiment bien, de faire les choses moins chères, d'où le logement social aujourd'hui. C'est de faire les choses aussi de manière plus spontanée, plus naturelle, pour que le groupe d'habitants, et c'est mon métier, et c'est notre métier, soit heureux à la fin de la journée. Un très grand merci. Quittons-nous sur ces paroles pleines d'enthousiasme. Un grand merci, et puis retrouvons-nous autour d'un café tout de suite.